pense qu'il y a une phrase qui est hyper importante et qui m'a permis de prendre conscience d'un truc qui est clé. Si tu veux évoluer, atteindre des objectifs, concrétiser des projets, etc., si tu continues dans ton quotidien à agir exactement de la même manière, à faire exactement les mêmes choses, il ne se passera jamais rien. Et ça, c'est un truc dont il faut prendre conscience. Si tu veux que les choses changent, si tu veux atteindre des objectifs, etc., il faut que tu commences dès maintenant à mettre des actions en place que tu n'as jamais mises en place. Quand tu commences à te lever le matin en faisant un truc que tu kiffes, tu peux que le faire bien, quoi, Ouais. clairement. Et si tu le fais pour l'argent, ça va pas durer longtemps. Enfin, en tout cas, c'est ma vision. Bien. Les États-Unis, c'est le pays qui, à l'inverse de nous, d'une manière générale en France, on Bien a des sûr. lacunes quand même, où on est très souvent montré du doigt, la réussite est souvent jalousée, un peu plus en tout cas qu'aux États-Unis. Et aux États-Unis, on laisse vraiment beaucoup plus les entrepreneurs se développer plus facilement, l'échec est moins regardé. C'est fou de te dire qu'il y a des femmes qui rentrent dans l'académie, elles ont zéro confiance en elles n'ont pas d'idée de projet, mais elles savent qu'elles veulent sortir du salariat parce que proche du burn-out ou ça va plus du tout, etc. Et ça devient, je sais pas, c'est un peu bateau, mais ça devient des papillons. Enfin, tu vois, elles sont transformées et c'est juste mais exceptionnel de voir ça. Donc en fait, le fait de le faire en étant accompagné, ça accélère ce processus. Sandra Verger. Ilan. Allez, on y va, c'est parti. Je suis très heureux de t'accueillir, Sandra. Moi aussi, on a très des contente. beaux sujets aujourd'hui à voir ensemble. On va parler entrepreneuriat, on va parler business, on va parler carrière. On va surtout utiliser deux angles, l'angle homme et l'angle femme, pour répondre à une problématique, ou en tout cas à une vision que j'ai. Tu me diras si j'ai juste, mais aujourd'hui, je trouve que vous avez, vous les femmes, un potentiel de malade, mais il n'est pas assez exploité. C'est le sujet. Je ne peux pas être plus d'accord avec toi. C'est parfait. Alors, on va se donner un objectif, Sandra, si tu es d'accord. On va se donner un objectif. Il faut que ce podcast aide les femmes. Je veux aider les femmes par ce podcast et on va utiliser nos deux expertises. La tienne, donc tu vas te présenter tout à l'heure en 1 minute, mais aujourd'hui, je crois que tu aides les femmes à entreprendre. Et la mienne. Moi, en tant que... Alors, je suis trader, mais c'est pas cette casquette-là que nous allons utiliser. Je suis également manager, formateur. Et c'est cette casquette qu'on va utiliser parce que j'ai un parcours que je t'expliquerai très rapidement tout à l'heure au sein du Crédit Agricole, une grande banque, où j'ai un parcours managérial, j'ai fait une école de management. Et donc, j'ai un petit peu d'expérience dans ce sujet. T'es prête ? Plus que prête. Alors, on va annoncer le sommaire, si ça ne te dérange pas. On va se le faire en 4 parties. Première partie, on va parler entrepreneuriat. Donc, tu vas un petit peu nous expliquer de la place des femmes dans l'entrepreneuriat. Et puis, ensuite, on va essayer d'être assez pragmatique. On va presque donner un plan d'action. Comment on peut aider les femmes à entreprendre en 2025 en partant de zéro. Et puis ensuite, moi, je vais m'occuper de la partie investissement. Je vais essayer de répondre à une question, comment on peut investir en tant que femme en 2025 ? Donc, je vais aider les femmes à prendre cette décision-là d'investir. Et puis, on finira avec un petit jeu, tu verras, très sympathique. Donc, une petite surprise. Il y a une personne qui va arriver et puis qui va nous poser des questions. J'en ai aucune idée de ce qu'elle va nous poser comme question. Hyper Il bizarre. faudra juste y répondre. Très Écoute, bien. on se laissera aller. Ok. Et puis, c'est parti. Let's go, on peut envoyer le podcast. Ça marche. Alors, si tu peux te présenter pour les personnes Ouais. qui ne te connaissent pas. Avec plaisir, donc rapidement. Hein. Oui, très rapidement. Voilà, donc Sandra Verger, moi à la base j'ai lancé un podcast en parallèle de mon CDI, donc il y a de ça 4 ans, si je dis pas de bêtises, 5 ans même. Ok. Bon, je sais plus, à peu près 4-5 ans. Ok. Parler CDI, tu sais quoi, juste. Je dirigeais des hôtels à Paris. Ok. Donc rien à voir. Ok. Je fais un burn-out sévère, je fais de l'anxiété généralisée, ça se passe pas bien du tout. J'avais envie, si tu veux, d'entreprendre et d'avoir mon propre projet. Je lance ce podcast, donc c'est vraiment un hobby. Je quitte Paris, je quitte mon CDI, je reprends un CDI dans le sud de la France, je continue mon petit podcast à poster soit toutes les semaines, soit toutes les 2 semaines. Bref, ça se passe bien, mais ça reste un hobby. Et ensuite, je décide de me lancer à 100% et d'entreprendre. Et je me dis, attends, comment est-ce que je peux aider davantage les femmes ? Parce qu'avec un simple podcast, c'est bien, si tu veux, ça inspire, ça te donne l'élan d'eux. Mais c'est pas concret, ça manque de méthode, ça manque de clés. Et donc aujourd'hui, on a créé la Locomotive Academy et on accompagne les femmes salariées à se diriger vers l'entrepreneuriat. Et on a accompagné plus de 500 femmes. D'accord. Donc en gros, c'est le plan d'action. Enfin, au départ, tu fais un podcast, donc tu donnes envie, mais après, tu vas un petit peu plus loin en donnant, en gros, la démarche à suivre. Hein. C'est ça ? C'est un peu ça, tout à fait. Très bien, passionnant. Alors, merci pour cette présentation. On va aborder notre première partie de podcast où je veux qu'on parle d'entrepreneuriat
et de femmes, donc femmes dans l'entrepreneuriat. Si tu peux nous mettre un petit peu de contexte là-dedans, quelle est la place des femmes aujourd'hui dans l'entrepreneuriat? Je sais pas si tu as des données, des chiffres, aujourd'hui ou Alors, des chiffres, c'est vrai qu'on le voit pas mal évoluer parce que je crois qu'on était à 20% de femmes dans l'entrepreneuriat avant. Là, on est autour des 30 et j'espère que dans les prochaines années, on va être à part égale avec les hommes. D'accord. Donc c'est bon signe, ça veut dire ouais, que ça va dans le bon sens. Carrément. Je pense que si tu veux, quand j'ai lancé mon podcast, on manquait vachement de figures féminines pour inspirer dans l'entrepreneuriat. On pensait que c'était que pour les hommes, un peu comme le trading d'ailleurs. Et je pense que tu vas en parler. On pense que c'est que pour les hommes ou que, je sais pas, on va pas être en capacité de gérer. L'entrepreneuriat, c'était un petit peu pareil. Et petit à petit, tu as eu des podcasts qui ont été créés, le mien et d'autres. Tu as plein d'entrepreneuses aujourd'hui, tu as plein de figures féminines inspirantes, on le voit sur les réseaux sociaux. Et je pense que du coup, ça permet, si tu veux, aux femmes de se dire, OK, attends, elle l'a fait, elle dirigeait des hôtels à Paris et aujourd'hui, elle gère une académie, enfin, tu vois, rien à voir. Donc, si elle l'a fait, je peux le faire. Et si tu veux, notre rôle, nous, c'est vraiment de prouver, OK, regarde, les filles qui sont comme toi peuvent le faire, donc tu peux le faire, tu en es capable. Et c'est ce gros problème, si tu veux, de légitimité qu'ont les femmes, que vous, les hommes, vous avez quand même un peu moins. Ouais, je vois parfaitement de quoi tu parles. En fait, il y a des freins. Hein. Je trouve qu'il y a des freins pour les femmes. En fait, aujourd'hui, elles se mettent des freins. Et est-ce que toi, qui as l'habitude finalement de ces sujets-là, est-ce que tu arrives à les identifier, ces freins? Ouais, bah, le plus gros frein, c'est toujours le même, c'est le frein financier. C'est la peur, mais je dirais même que c'est plus une peur. Mais moi aussi, je l'ai eu. Hein. Avant de quitter mon CDI, je me suis dit, putain, mais si ça se trouve, je vais me retrouver sous les ponts, quoi. Et c'est un espèce de cauchemar, si tu veux, c'est de l'imaginaire, ça n'existe pas et ça va pas se passer parce qu'on trouvera toujours des solutions quoi qu'il arrive. Mais il y a quand même le frein financier de, attends, mais si j'arrive pas à me rémunérer, si je trouve pas de clientes, si j'y arrive pas tout simplement, comment je vais faire? Donc ça, c'est vraiment le plus gros frein. Et c'est aussi se dire, si tu veux, je pense que quand on n'est pas entrepreneur et qu'on est salarié, c'est difficile de s'imaginer qu'on va être en capacité de créer son propre argent. Nous, on le sait parce qu'on le fait. Uh-huh. Du coup, on sait comment ça fonctionne. On a trouvé des méthodes qui fonctionnent. Mais elles le savent pas parce qu'elles ne l'ont jamais fait. Donc, c'est quand même une voie inconnue pour elles. Après, tu as ce truc de se dire, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je suis faite pour être entrepreneuse? Je sais pas ce que tu en penses, toi. Ouais. Moi, ça me fait penser à mon expérience au Crédit Agricole. Ce que tu es en train de me dire, mais c'est un vrai parallèle que j'ai envie d'exposer maintenant. Nous, tu sais, au Crédit Agricole, c'est très formalisé. Donc, tu avais des postes avec des évolutions. Donc, tu avais des pesées dans l'emploi, 13, 14, 15, 16. Au maximum, c'était 16. Et tu avais des offres qui sortaient de candidature. Et tu avais des hommes qui postulaient et tu avais des femmes. Et sur les postes à forte responsabilité, tu avais des femmes qui avaient le profil de les prendre, c'est-à-dire qui ne savaient pas trop si elles postulaient parce qu'en fait, elles avaient la capacité, la compétence, elles avaient tout pour l'avoir, pour prendre ce poste. Et elles postulaient pas, ou alors elles y allaient à reculons. Et puis tu avais à côté de ça, l'homme, qui lui, il était largement en dessous du niveau requis, mais pour lui, il juge qu'il a les capacités de le faire. Tu vois, je sais pas si tu comprends ce que je veux expliquer, mais très bien. c'est que lui, il est là, l'homme, il se dit, je m'en fous. Moi, je le prends, le poste, je le veux. Ouais. Et puis, il va dire, moi, je suis le meilleur. En fait, en gros, il va un petit peu presque écraser, je vais dire, il va passer devant la femme, quoi, et sans scrupule. Et c'est ce qui est un petit peu dérangeant. Enfin, nous, on avait identifié ces problématiques-là. Et on essayait, on avait mis en place des groupes, c'est marrant ce que tu dis, parce qu'en fait, c'était mis en place dans une grosse structure comme le Crédit Agricole, en essayant de valoriser les femmes, en essayant de les identifier, en essayant de les pousser pour justement qu'elles aient confiance en elles. Et là, tu citais tout à l'heure l'enjeu financier, mais j'ai l'impression, enfin en tout cas, moi c'est ma vision, que c'est dans les gènes, ou je sais pas, où il y a... Si, mais carrément. Je pense. Et juste pour compléter ce que tu dis, en fait, il y a des vrais chiffres qui ont été prouvés. En fait, les femmes postulent à un job si elles estiment avoir 80% des compétences. Les hommes postulent à ce même job s'ils estiment avoir seulement, je crois, 20% des compétences. C'est ça, c'est exactement ça. Mais c'est complètement fou. Moi, je trouve que c'est génial. Enfin, en tout cas, c'est un super pouvoir que les hommes ont et qui est génial. Et je pense qu'on devrait tous développer ce super pouvoir de un peu fake it until you make it, quoi. Comment on fait ça ? Comment on arrive à donner confiance aux femmes? Comment on arrive à faire en sorte qu'elles prennent des risques? Parce que moi, c'est ça en fait que je retiens. C'est que les femmes ont peur de prendre des risques. Elles ont peur des conséquences qu'il va avoir, alors que l'homme, il essaie, il a un échec, c'est pas grave, on recommence. Comment on peut aider finalement aujourd'hui les femmes à prendre confiance en elles, tout simplement? Est-ce qu'il y a des moyens?
Après, enfin, là, on fait vraiment des stéréotypes. Je pense que, tu vois, tous les hommes sont pas comme ça et toutes les femmes Bien ne sûr. sont pas comme ça. Là, on fait un peu exprès Oui. juste pour clarifier auprès des auditeurs. On sait que tout le monde n'est pas comme ça. Toutes les femmes sont pas exactement comme ça. Il y en a qui ont plus confiance en elles, etc. Des hommes qui ont moins confiance en eux. Mais je pense que, globalement, les femmes ont d'abord besoin de preuves parce que, tu sais, je pense que c'est aussi un truc transgénérationnel, une manière dont on a été éduqué. Sois sympa, tu vois, sois mignonne, sois toute belle, sois machin, fais pas trop de vagues. Et l'homme, c'est allez, sois fort, vas-y, arrête de pleurer, pleure pas comme une fille. Enfin, tu vois. Donc forcément, il y a tout ce processus à défaire, ce schéma, ce système de pensée à un peu déconstruire et reconstruire une autre manière de penser. Donc je pense que c'est un process. Je pense que déjà, elles ont besoin d'avoir des preuves. Ok, elles le font, ça valide ce truc de que je peux le faire. Ensuite, c'est un process de du coup qui je suis. Qu'est-ce que je veux faire, tu vois? C'est quoi qui me motive dans la vie? Il y a aussi ce truc que les hommes vont peut-être plus foncer sans trop se poser la question de qu'est-ce qui me motive dans la vie, qu'est-ce que je veux vraiment, tu vois? Ouais, ils vont tester des parcours, puis je m'en fous, c'est pas la bonne, c'est pas le bon choix, je fais autre chose et puis je peux essayer 10 fois, je m'en fous complètement. Ouais, complètement. Après, ça, c'est peut-être une de mes fausses croyances. J'ai l'impression que c'est pas forcément aussi important que pour nous. Nous, je sais qu'on a trop besoin de trouver notre voie, tu vois, genre de savoir qu'est-ce qui nous anime, parce qu'on a trop besoin de se sentir utile à la bonne place et pas juste faire un truc pour le faire et gagner de l'argent, tu vois. Ça va pas avec nos valeurs, je pense. Donc il y a aussi ce processus-là, de trouver sa voie, etc. Ouais. Ok, je suis sûre de ce que je veux aller là-dedans. Et ensuite, mais moi je le répète tout le temps, action, en fait. Il y a pas, enfin, c'est sur le terrain que t'apprends. T'as beau réfléchir, faire ton truc, faire ton machin, ton business plan qui sert à rien. Finalement, c'est sur le terrain que tu vas apprendre. Et plus tu vas mettre des actions en place, même petites soient-elles, plus tu vas faire étape par étape, plus tu vas te dire, ok, attends, j'ai réussi, c'est génial. Bon, c'est super. Et ça va gonfler ta jauge confiance en toi petit à petit. Ouais, c'est souvent une personne qui réussit, féminine, sur laquelle t'es inspiré, t'as envie de faire pareil, et puis tu te projettes et tu te dis que c'est possible, et finalement c'est le mentoring. Donc c'est ça, le mentoring qui peut permettre aussi de... Ouais, carrément. Le fait d'être accompagné, enfin nous on le voit, tu vois, avec la Locomotive Academy, c'est un truc de dingue. Enfin, c'est fou de te dire qu'il y a des femmes qui rentrent dans l'académie. Elles ont zéro confiance en elles, elles n'ont pas d'idée de projet, mais elles savent qu'elles veulent sortir du salariat parce que proche du burn-out ou ça va plus du tout, etc. Et ça devient, je sais pas, c'est un peu bateau, mais ça devient des papillons. Enfin, tu vois, elles sont transformées et c'est juste, mais exceptionnel de voir ça. Donc en fait, le fait de le faire en étant accompagné, ça accélère ce processus. Et c'est vrai que si tu te fais pas accompagner, tu peux y arriver, mais ça te prendra peut-être des années et peut-être que certaines le feront jamais. Ouais. Okay. C'est ma vision des choses. Ouais, non, mais c'est super intéressant. Je voulais revenir sur quelque chose aussi qui est assez intéressant, et on va essayer de le reboucler avec la finance. Là, j'ai regardé un podcast de la présidente de l'AMF. Alors, je sais pas si tu connais l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. C'est en gros le superviseur qui est là juste pour sécuriser les épargnants français. Et elle parlait d'un constat aussi qui est très, très visible en finance, que en gros il y avait 15% des Français qui jugent qui au bout d'un moment ont été victimes d'une escroquerie, d'une fraude sur les marchés financiers, enfin d'une personne qui a été malveillante. Et figure-toi que 80% de ces personnes-là sont des hommes. Oui. C'est-à-dire qu'il y a j'ai un chiffre là-dessus aussi, si tu veux. Ouais, je veux bien que tu me le dises. Pour finir avec cette statistique qui m'a un petit peu travaillé quand même. Ouais, parce qu'en fait, pourquoi il y a que des hommes qui, en gros, sont sur les marchés financiers, ou en tout cas s'intéressent un petit peu plus à la finance? Pourquoi cette statistique, en fait, là, c'était la présidente de l'AMF qui disait oui, parce que les hommes veulent gagner beaucoup d'argent, ont ce rapport à l'argent qui est différent. Peut-être. Je sais pas. Donc là, moi, ce que je constate, c'est que les hommes sont plus, en tout cas aujourd'hui, attirés par ces métiers de finance, ces métiers que les femmes. Alors, je sais pas, du coup, c'était quel chiffre que tu voulais. J'avais par rapport au comportement, tu disais de fraude, etc. Il a été aussi prouvé que 96% des comportements asociaux viennent des hommes. Enfin, comportements asociaux, c'est tout. C'est harcèlement, violence, tout confondu, fraude, tout ce que tu veux. C'est 96% sont des hommes. D'accord. Déjà, tu vois le. Ouais. Je vois. C'est pathologique. Complètement. Ouais. Non, mais c'est très juste. Et ce qu'on est en train de dire est assez parlant. C'est un comportement
que n'ont pas les femmes. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire par là? C'est-à-dire, c'est un vrai point que vous avez. C'est pour ça que je dis que aujourd'hui, vous vous bridez, en tout cas sur certains sujets, et la finance l'est. Parce que l'homme, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il voit sur des réseaux sociaux une personne qui va se vanter d'être riche, vivre à Dubaï et te dire que tu peux devenir toi aussi riche, qui sont d'ailleurs très souvent des hommes. Et l'homme, lui, va tomber dans le panneau. Il va écouter, il va dire oui, moi aussi je peux y arriver, alors que la femme, elle va être beaucoup plus réfléchie, elle va se poser des questions plus logiques, elle va prendre le temps, elle va pas foncer, et je trouve que c'est une des qualités qui est vraiment énorme et qu'il faut valoriser parce que c'est vrai que vous avez des capacités à prendre le temps. Et c'est important. Je voulais le souligner. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On va dire que j'aurais pas l'expertise, tu vois, je sais pas pourquoi les hommes sont des fonceurs comme ça. C'est peut-être dans les gènes, c'est peut-être de par l'éducation, encore une fois. Le rapport à l'argent, je pense que c'est aussi vachement, tu vois, le lien avec la puissance. Tu vois, la puissance de l'homme. Et plus t'as d'argent sur ton compte en banque, plus tu te sens puissant. Et ça, je pense que c'est un truc qui est ancré depuis la nuit des temps, tu vois. Enfin, l'argent a toujours été l'objectif de l'homme. Chercher l'or, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends parfaitement. Ça, c'est depuis des années, vers des milliers d'années, tu vois. Enfin, des milliers d'années. Oui, mais depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Mais ce que je trouve très parlant, moi, tu sais, dans mon métier aujourd'hui, je forme des particuliers, donc des Français, à investir sur les marchés financiers. Je le fais de deux manières. Le trading, c'est un métier, donc ça nécessite une certaine expérience, connaissance, compétence. Et l'investissement en bourse, là, j'ai envie de dire, ça s'apprend assez facilement, c'est pas long et ça prend pas beaucoup de temps. Dans mon école, 90% sont des hommes. 90% sont des hommes, donc ça veut dire que le métier aujourd'hui que je propose, il a une attirance plutôt masculine, à mon grand regret. 10% sont des femmes. Les femmes que je vois, c'est déjà bien, 10%. C'est déjà très bien. Les femmes que je vois, alors je vais peut-être un petit peu caricaturer, mais c'est des machines. Dans la mesure où elles sont posées, elles prennent leur temps. Je les vois, donc elles viennent de temps en temps en salle de marché, donc chez nous. Il y a des post-it, il y a tous les cours qui sont bien écrits, avec des couleurs, bien rangés, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Avant de s'aventurer, je redemande, est-ce que j'ai bien compris? Je prends le temps. À l'inverse, les hommes, je vais aller un petit peu droit, c'est des bourrins. Allez, je me dépêche, je veux trader, je survole, je vais vite, je me dépêche, etc. Alors, c'est vrai que ça fait un petit peu stéréotype, je suis d'accord, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, je vois des femmes beaucoup plus posées, beaucoup plus attentives, beaucoup plus concentrées et qui prennent leur temps. Alors, évidemment, elles mettront peut-être un petit peu moins de temps que certaines personnes, garçons, qui vont, j'ai envie de dire, aller très très vite et comprendre certaines choses très rapidement et peuvent finalement arriver plus vite à leurs objectifs. Mais par contre, elles vont y arriver. Alors que 70% des hommes, 60% des hommes ne vont pas y arriver parce qu'en fait, ils n'écoutent rien. Ils écoutent pas, ils font à leur sauce. Tu vois, j'ai eu un témoignage super intéressant d'une fille qui est venue donc se perfectionner en trading et qui parlait à un mec qui lui brûlait des étapes. Donc on leur dit de prendre qu'un contrat, lui il en prend 10 à chaque fois. Tu vois, il veut aller plus vite, tu vois. Et elle disait, mais je comprends pas. Tu payes une formation et tu n'écoutes pas ce qu'on te dit. Tu vois? J'adore cette question. Elle m'a dit ça et tu sais, ça m'est resté à vie en fait. Et 70% des personnes qui sont dans mon école, j'ai envie de dire les 6 premiers mois, n'écoutent pas. C'est un problème. Hein. Ils n'écoutent pas. On leur explique ce qu'il faut faire. On leur dit il faut travailler comme ça. Ils n'écoutent pas. Pourquoi? Parce que volonté de devenir riche rapidement, donc on brûle les étapes, on veut aller trop vite. Tu vois? Les filles, 100%, 80%, écoute, rapport inversé. C'est ouf ça. C'est... Ouais, c'est vrai. Ça m'étonne pas.
Ça m'étonne pas. Après, je pense que c'est important. Je sais pas si t'es un peu, tu parles un peu énergie yin et énergie yang, mais je pense que c'est important d'avoir de l'énergie yang. Tu vois, moi, par exemple, je sais que j'ai un côté quand même très yang, donc très passage à l'action. J'adore être sur le terrain. J'aime limite me planter pour faire mieux, pour apprendre, et finalement, ça va vite. Ça va vite. Et j'ai ce côté-là, et je pense tout de même que quand on veut entreprendre, ce côté-là, il faut le développer, tu vois. Sinon, encore cette même problématique de tu vas prendre tellement de temps dans la réflexion et ce truc de tellement besoin de te sentir légitime. D'ailleurs, c'est un des problèmes des femmes aussi, qui sont freelance, par exemple les coachs en freelance. Elles vont passer 90 diplômes, se concentrer à bloc sur leurs produits, peut-être qu'elles vendent une formation, etc. Mais elles n'ont pas de clientes. Elles n'ont pas de clientes parce qu'en fait, elles ont tellement peur de vendre un produit qui n'est pas à la hauteur du prix qu'elles vont proposer, etc., qu'elles vont passer tout leur temps à avoir 25 000 diplômes, développer leurs produits, etc., et elles n'auront pas de clients. Et tu vois, ça, c'est un vrai problème parce que le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il faut bien manger. Il faut bien générer de l'argent, etc. Donc ça aussi, c'est un problème. Donc c'est très bien dans ta formation qu'elles écoutent, etc. Mais une fois que tu es sur le terrain, il faut y aller et il faut pas avoir peur de faire des erreurs. En fait, les échecs, c'est des cadeaux déguisés. Enfin, moi, tous les échecs que j'ai pu avoir, toutes les erreurs que j'ai fait, c'est ça qui m'a permis de faire 10 fois mieux et d'être beaucoup plus performante que je ne l'étais. Ouais. Il faut en faire des erreurs. Ouais, je suis persuadé. Mais comment réussir à persuader une personne que l'erreur t'apprend, que l'erreur est nécessaire? En fait, c'est ça la difficulté de l'exercice aujourd'hui. Comment on peut essayer d'expliquer par des mots simples et faire comprendre et que ce soit ancré au plus profond de la personne que ce qui va se passer, au pire conséquence, c'est quoi? Tu leur fais lire le livre de Charles Pépin, Les vertus de l'échec. Et elles verront bien que dans toutes les biographies de toutes les mecs et les nanas célèbres qui ont réussi, ils ont tous connu des échecs. En fait, c'est même pas que l'échec est nécessaire, c'est que l'échec est inévitable. Ouais. Donc, c'est même pas... Il n'y a pas de choix, en fait. Tu auras des échecs. Alors après, sauf si elles commencent à investir pour prendre ton activité 5 € et que pendant 5 ans, elles ont investi 5 €. Là, c'est sûr qu'elles risquent pas de se planter, tu vois ce que je veux dire? Mais sûr. bon, elles vont pas non plus avoir les résultats souhaités. Donc, si tu veux avoir des résultats qui sont au-delà de tes espérances, te créer ta vie de rêve sur mesure, etc., c'est pas du bullshit. Par contre, ça va demander de la persévérance, ça va demander de prendre un minimum de risques, ça va demander de se planter, d'avoir mal. Oui, tu vas peut-être mettre 7 jours à t'en remettre, mais je peux te dire que les 30 prochains jours, tu vas faire beaucoup mieux, quoi. Ouais. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Et ce livre, vraiment, D'accord, ok. Une pépite. On va le retenir, ce livre. Ouais. Moi, j'avais un autre sujet, en tout cas que je revois très souvent venir, c'est celui de l'entourage. Tu vois, je parle d'une autre personne que j'ai eue en formation qui me disait aussi, moi le problème c'est que l'organisation aujourd'hui, me dégager du temps pour pouvoir faire mon projet, c'est compliqué, vie de famille, mon mari qui prend aussi beaucoup de place, je veux dire par son travail et par finalement c'est lui souvent qui tient la baraque, en tout cas financièrement malheureusement, et du coup elle se dit ok, l'échec, pas de problème. Le problème, c'est que si je me rate, si je m'investis dans quelque chose, ça met un petit peu en péril un peu la famille. Et du coup, je le fais pas parce que si je me rate, j'ai qu'une chance, quoi. Parce que elle se dit, je peux pas rebondir, j'ai pas d'autre essai. Et du coup, ça met peut-être un peu trop de pression, tu vois. Et elle le fait pas. J'ai eu un cas comme ça. Ouais, c'est intéressant. Ça nous arrive très souvent. Mais alors déjà, il faut savoir que dans mon monde, juste petit point sur ça, où moi je suis entourée de beaucoup d'entrepreneuses, et beaucoup sont celles qui rapportent le plus dans leur foyer. Ça, c'est aussi quelque chose qui est en train de vachement changer. Moi, tu vois, on n'évolue pas dans le même algorithme. C'est ça qui est intéressant aussi. Mais dans mon monde, il y a beaucoup, beaucoup de nanas qui rapportent le plus dans leur foyer, qui ont des boîtes incroyables. Et les choses sont en train vraiment de changer. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, effectivement, nous, dans notre académie, les filles qui nous rejoignent, les salariés, elles sont toujours inquiètes. Tu vois, si je fais des bêtises, si je me plante pour ma famille, machin, pour mon mec, et en fait, je pense qu'il faut comprendre un truc qui est hyper important, c'est que déjà, vie perso, vie pro, c'est lié. Donc si toi, t'es pas épanoui dans ta vie pro, ton couple, ça ira pas. Ça ira pas parce qu'en fait, les seuls moments que tu auras pour toi, tu vas pas être bien parce que tu auras passé 5 jours sur 7 à focus ton énergie sur des trucs que t'aimes pas faire, donc t'es blasé, t'es frustré, et en plus, tu vois ton mec qui s'éclate. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Donc ça, c'est un vrai problème. Il vaut mieux que tu tentes ta chance, que tu lances ton projet, que tu t'éclates, que tu mettes ton énergie au bon endroit. En plus, tu verras, ça va influer sur ta vie de famille, ta relation avec tes enfants. Là, peut-être que t'es aigri, t'as plus envie de... J'étais un peu dur comme mot, mais peut-être que t'as pas envie de passer du temps avec eux parce que t'es busy, parce que t'es fatigué, parce que machin. Mais une fois que tu passes 5 jours sur 7
à faire des choses que t'aimes, mais en fait, les choses vont vachement mieux. Et en fait, le problème, c'est pas de se dire, oh mon Dieu, est-ce que je vais gagner moins d'argent? Posez-vous la question, surtout, putain, mais comment est-ce que je fais pour être plus heureuse? C'est quand même vachement plus important. Et demain, bien sûr que tu vas trouver des moyens de générer autant d'argent que tu en gagnais avec ton job, et peut-être même voir 10 fois plus. Soyons honnêtes, l'entrepreneuriat permet aussi de gagner beaucoup mieux sa vie qu'en salariat, surtout en 2025. Enfin, juste, c'est exceptionnel. Les opportunités qu'il y a, il faut les saisir maintenant, quoi. Ouais. Alors là, je suis totalement d'accord. Mais du coup, si on est une femme aujourd'hui, débutante, c'est-à-dire je sais pas quoi faire, j'ai envie de commencer. On est en 2025. Je commence par quoi? Première étape. Si on essaie d'être un peu concret, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, toutes les femmes qui nous écoutent, qui se disent, OK, ça me donne envie, OK, j'ai envie de changer une partie de ma vie qui me convient pas. J'ai envie finalement de trouver ma vocation, parce qu'en fait, elle est là. Je trouve que d'ailleurs, c'est le but de la vie aujourd'hui. C'est de se réveiller le matin et faire les choses qu'on aime. OK. c'est clair. Je me réveille demain matin avec cette volonté de dire, OK, je vais mettre mon énergie pour réussir à faire ce que j'aime. Quelle est l'étape première? Alors, déjà, l'erreur à ne pas faire. Après, je te parlerai des 3 étapes que nous, on développe à travers la Locomotive Academy. Première erreur à ne pas faire, surtout, ne fais pas le truc de « faut que je trouve une idée de business qui rapporte de l'argent, donc je tape dans le chat GPT, quelle idée de business peut me rapporter de l'argent ?» Tu vois ce que je veux dire? Je crois que c'est 90% des personnes font ça. Mais je sais, mais le truc, c'est que sur ces 90% des personnes, t'en as 80 qui vont se retrouver comme des cons en mode « non mais attends, j'aime pas du tout ce truc que je suis en train de faire, c'est naze, en plus j'y arrive pas, en plus machin ». Et hop, redépart à zéro. Donc ça, c'est l'erreur à ne pas faire parce que t'as l'impression de gagner du temps, mais en fait, tu vas peut-être perdre 1 an, voire 2 ans de chômage parce que tu auras peut-être fait une rupture conventionnelle. Bref, je pars loin dans l'idée, mais du coup, tu vas perdre peut-être beaucoup plus de temps que tu ne l'avais imaginé. Donc nous, la méthode qu'on utilise à travers la Locomotive Academy et qu'on développe, donc la première phase, c'est vraiment la phase d'introspection qu'on néglige beaucoup trop souvent. Et souvent, les personnes ont l'impression de se connaître. Tu sais, ah non mais moi j'ai déjà fait ça, j'ai déjà lu des livres, je me suis déjà un petit peu développée, je sais qui je suis, etc. Attends. Fais ton introspection comme il faut, en étant entouré de coachs, avec les vraies méthodes, etc. Combien de temps ça dure une introspection? Nous, on a 3 phases, 3 mois. D'accord. Ok. Donc c'est un peu, on va dire, c'est intense comme formation. Okay. 3 phases, 3 mois. Tu as des accompagnements individuels et de groupe, en plus des plateformes de formation. Tu as aussi des masterclass avec des experts qui interviennent toute l'année. Mais du coup, pendant cette première phase, elles vont vraiment faire des exercices de manière très poussée sur qui je suis, qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que je ne veux plus, quelles sont mes peurs les plus profondes, etc., etc. Et là, déjà, c'est un truc de dingue. En fait, là, ce qui se passe, c'est que tous les masques tombent. On n'est plus en train de se mentir à soi-même, etc. Les freins, les blocages, tu te les prends en pleine tête et du coup, ça te permet de les dépasser et de les péter. Une fois que tu as fait ce travail-là, comme tu en sais un petit peu plus sur toi, tu vas être en capacité de te poser la question, OK, maintenant, phase 2, qu'est-ce que je veux faire ? Dans quoi je veux aller, comment je peux faire pour trouver ma voie. Et donc là, c'est toute la phase d'exploration professionnelle. On a des coachs, si tu veux, qui sont même certifiés en bilan de compétences. Alors attention, le bilan de compétences, moi, je le prône pas du tout parce que c'est complètement protocolaire et dépassé. Sans la phase 1 et la phase 3 dont je vais te parler, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Surtout si tu te diriges vers l'entrepreneuriat. Donc dans cette phase, on utilise l'outil de bilan compétences, mais pas que. C'est toute une partie, en fait, tu vas faire une enquête sur toi-même. Tu vas faire un tableau, par exemple, de faisabilité de projet en fonction des différentes idées que tu as. C'est vraiment l'idée de faire une enquête, d'explorer un petit peu ce qui pourrait te correspondre et de trouver à la fin de cette enquête, de cette phase 2, quel est le bon projet pour moi. Une fois que tu as sélectionné le projet qui te correspond le plus, là, tu passes en phase 3. Et là, c'est en mode plan d'action. Donc, tu vas poser les bases de ton projet. Vision, pourquoi, mission, les objectifs de ton année et construire un plan d'action. Et ensuite, pour les filles qui souhaitent aller plus loin, on les accompagne même 3 mois de plus sur toute la partie marketing digital, réseaux sociaux, personal branding, comment tu crées ton compte Insta, machin, les stratégies pour justement développer ton entreprise. D'accord. Très complet. Et c'est pour ça que c'est très complet. On a des coachs qui sont juste, exceptionnels. Et c'est pour ça qu'on a des résultats, mais c'est un truc de dingue. D'accord. C'est super intéressant. Ça me donne vraiment envie de devenir une femme. Non, mais vraiment, j'ai pensé à ma femme, tu vois, instinctivement, qui en reconversion professionnelle depuis, mais ça fait 3 ans qu'elle est sur ce projet-là. Okay. Donc juste pour la petite histoire, elle a fait des études d'infirmière, donc elle a commencé. On a beaucoup d'infirmières. Ouais, mais ce qu'elle me dit, en général, les infirmières, infirmiers restent pas longtemps dans le job. Enfin, au bout
de 5-10 ans, volonté de voir autre chose parce que c'est un métier très difficile. Donc elle a fait tous les jobs d'infirmière, donc à l'hôpital, infirmière libérale, et puis après elle est revenue bloc opératoire, et puis elle a fait une reconversion il y a 6 mois à peu près, directrice adjointe de crèche. Et puis voilà, et puis au bout d'un moment, volonté de voir complètement autre chose parce qu'elle était embauchée aussi pour ses compétences infirmières, médicales, etc. Et voilà, donc volonté de voir autre chose. Elle a fait le bilan de compétences que tu as cité tout à l'heure, le fameux. En effet, j'ai trouvé ça très protocolaire avec des grilles. Voilà. Stop, quoi. Nous, on en récupère beaucoup, des nanas qui ont fait des bilans de compétences et qui n'ont rien changé. Tu vois, elles sont toujours là, au même point, en mode il s'est rien passé. Ouais. Du coup. Ouais, ma vision, c'est qu'il faut voir du monde. Il faut en effet écouter des personnes, process, en fait. des femmes qui ont réussi parce que vous êtes nombreuses et vous inspirez de nombreuses personnes. Et il faut après mettre l'énergie qu'il y a avec. Il faut aussi que l'entourage aide parce que je pense que c'est ça aussi qui fait beaucoup. Les femmes sont de temps en temps un petit peu seules dans ce projet-là. S'il n'y a pas le mari, la copine ou d'autres personnes qui les poussent ou la famille pour y aller, on peut se décourager. C'est ça qui est pas évident. Alors toi, l'avantage, c'est que tu es là pour les aider, c'est ça, tu les entraînes. Dès qu'il y a un petit moment de down, vous êtes là. En fait, nous, on a quand même, on a du coup plusieurs coachs qui coachent les filles. Elles ont des séances de groupe, des ateliers, etc., des séances avec moi aussi. Et en fait, c'est vrai que tu parles de l'aspect communauté et c'est vrai que c'est très important parce que du coup, les filles, une fois qu'elles sont dans la Locomotive Academy, mais c'est génial. Parce qu'en fait, tu vois, par exemple, quand tu crées ton projet, tu as besoin de faire des petits questionnaires pour justement faire évoluer ton projet. Elles se les balancent et chacun répond au questionnaire de chacune. Quand tu lances ton projet, les filles, elles sont clientes, en fait. Tu vois, il y a des collaborations qui se créent. C'est juste dingue et ça te donne des ailes parce que tu te dis, attends, mais c'est génial, elles sont toutes en train de vivre le même processus que moi au même moment, donc tu te sens capable de tout. Et effectivement, elles avaient peut-être pas l'entourage qui va les aider autour d'elles. C'est souvent justement, non mais attends, tu vas pas quitter ton CDI quand même, puis qu'est-ce que tu vas faire, non mais attends, qu'est-ce que tu crois que c'est facile, machin. Tu vois, il y a tout qui te fait douter en fait. Alors que là, t'es dans un univers où justement, ça te permet d'être motivé, de te porter vers l'entrepreneuriat et de plus avoir ces peurs et ces doutes qu'on te met sous le nez constamment, quoi. Ouais. Donc merci en tout cas pour ces tas de conseils. J'avais un sujet que j'avais envie d'évoquer avec toi. Donc on va rester avec ma femme, ça te dérange pas? Avec grand plaisir. Parce que du coup, moi je l'ai initiée à ma profession. Donc elle commence le trading, là, elle a démarré. Et puis je l'ai initiée également à l'investissement long terme sur les marchés financiers. Ça te parle un petit peu? Quelle est ta connaissance, toi, ta vision des marchés financiers du haut de tes... Quel âge tu as? 35 ans. 35 ans. 28 ans. Mais tu fais jeune. Ah, j'adore. Merci. Alors moi, j'ai mon chéri qui est dans la crypto depuis longtemps. D'accord, ok. C'est son histoire, donc je vais pas la raconter. Ok. Mais alors toi, en tant que femme qui voit ça, le monde financier, j'ai vraiment besoin d'avoir ta vision parce qu'elle est importante, puisqu'elle est très représentative, je pense, des nombreuses femmes qui nous regardent aujourd'hui. Comment tu vois les marchés financiers aujourd'hui? Et sans langue de bois, s'il te plaît. Non, sans langue de bois. Alors, en fait, moi, je pense, je te donne mon point de vue. Je pense que dans la vie, c'est important quand même d'avoir un projet qui te tient à cœur. Alors, si t'es passionné de trading, super, on va dire que c'est ça ton projet qui te tient à cœur. Mais prenons mon exemple. Moi, j'ai besoin d'avoir ma boîte, mon projet qui vraiment me tient à cœur. Par contre, c'est quelque chose qui m'intrigue moi-même. J'ai investi en crypto, pas beaucoup d'argent, mais voilà, c'est quelque chose. Tu vois, je sais que j'aimerais développer ensuite tout ce qui est investissement IMO, investissement en crypto, investissement je ne sais pas quoi. Mais c'est sûr que je vais pas laisser, si tu veux, mon argent dans la banque, sur ton PEL qui te rapporte 1 euro par an. Ça, c'est sûr que ça n'a aucun intérêt. Par contre, ma vision, c'est le néant, quoi. Tu vois? Ouais, je comprends. C'est le néant. Donc aujourd'hui, en fait, tu ne connais pas. Je ne connais pas. Tu connais pas le milieu parce que c'est marrant parce que je t'ai dit parler de marché financier, tu m'as parlé de crypto. Tu m'as parlé de l'investissement le plus risqué. C'est ça qui est marrant. Parce que c'est celui qui rapporte le plus. Aujourd'hui, probablement, ou hier, je dirais, mais... Ah ouais, c'est vrai que je suis allée direct là-dessus. Mais c'est marrant, c'est parce que souvent on se dit ça, on se dit je veux, j'ai de l'argent en fait, c'est pour gagner de l'argent et j'ai l'impression finalement que les marchés financiers c'est ça, c'est un peu je place et je veux gagner des grosses sommes. Sauf que moi en tout cas ma vision, et c'est ce que je vais essayer un petit peu de te partager aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque d'éducation financière en France.
Aujourd'hui, le marché financier, c'est l'investissement dans des entreprises. Toi, tu es chef d'entreprise. Tu as créé ton entreprise. Ton entreprise, tu l'as vu évoluer et bravo pour le projet que tu as fait. Mais aujourd'hui, investir, c'est tout simplement, je prends mon surplus d'épargne, ma capacité d'épargne, ce que je n'ai finalement pas besoin, et je l'investis dans des entreprises. C'est ça. Comme la crypto. Les cryptos, quand tu achètes de la crypto, tu achètes une crypto-monnaie. Ouais. Donc derrière cette crypto-monnaie, t'as une entreprise. Je dirais que non aujourd'hui. Ah bah non, je suis pas d'accord. T'as un projet. Ça dépend de sur quelle crypto tu es. Certainement, mais tu as un projet derrière. En fait, quand tu investis dans une crypto-monnaie, tu as un projet, donc avec des personnes qui le tiennent et ils disent, voilà, nous, ce qu'on fait, on fait ci, on fait ça. Oui. Ça peut être considéré comme une entreprise, mais c'est pas une entreprise dans la mesure où t'as pas, tu sais, de numéro de SIRET, un siège social, c'est assez différent là-dessus. Là où je veux en venir, c'est que, et moi, c'est ce que j'essaie aujourd'hui d'expliquer aux Français, c'est que vous avez aujourd'hui de l'argent qui dort potentiellement dans les banques, dont vous n'en avez pas besoin, et à côté de ça, vous avez un régime de retraite qui a beaucoup de lacunes, sur lequel tu ne pourras pas compter, et donc tu vas te retrouver à 60 ans à devoir prendre ta retraite avec une baisse de tes revenus issus de ton activité et finalement une retraite qui n'arrivera potentiellement pas à te satisfaire, alors que là, tu as 20 ans devant toi et que tu as juste des petits gestes à réaliser, des petits gestes qui te permettent d'avoir une retraite efficace dans quelques années. Et ces gestes, en fait, c'est l'éducation que j'essaie d'apporter, c'est tout simplement de choisir des belles entreprises. Donc là, je parle pas de crypto, je parle juste d'entreprises très connues. Je prends ici un iPhone, Apple, Microsoft. Alors, je fais pas du conseil en investissement, hein, je suis juste en train d'expliquer que quand tu investis en bourse, que tu prends ton épargne et tu la mets dans une entreprise comme ça, c'est qu'en gros, tu vas devenir actionnaire, tu vas avoir soit une plus-value, soit du dividende, mais tu vas avoir une rémunération sur l'argent que tu vas percevoir. Sauf que cet argent-là, tu vas pas le récupérer dans un an parce que, en effet, la bourse, ça fluctue. Et très souvent, c'est ce qu'on retient. Les marchés financiers sont fluctuants, du coup, ça me fait peur. Sauf que si tu regardes sur un horizon 10 ans, 20 ans, 30 ans, avec des règles simples, diversification, j'achète pas tout sur une crypto-monnaie, par exemple, ou j'achète pas tout sur une entreprise, je vais mettre mon argent sur, je sais pas, LVMH. Tu connais LVMH? Non. Tu es consommatrice, je suppose. Ouais, probablement, ils ont tellement de marques. Mais... En tout cas, c'est certain. Voilà, Apple, des Amazon que tu dois également consommer tous les jours, des entreprises où tu sais qu'elles vont durer longtemps. Mais tu as la possibilité, par des gestes extrêmement simples, je te garantis, et ce que j'aimerais, c'est que tu repartes de ce podcast aussi avec cette connaissance. Mais tu vas m'apprendre surtout, Hélène. Je vais repartir d'ici, tu vas m'apprendre à investir. En fait, si tu n'as pas le temps, parce qu'en fait, c'est aussi ça. C'est ça, parce que là, tu me dis tout à l'heure, oui, mais en fait, moi, ma priorité, parce que moi, c'est ce que je comprends. Hein. Quand je t'ai parlé de finances, tu m'as dit, c'est pas ma priorité. Et t'as raison, et je le comprends. Et comme toutes les personnes, certainement, beaucoup de personnes qui nous écoutent, aujourd'hui, on n'a pas le temps. On est mangé par notre quotidien, on n'a pas le temps. Sauf que aujourd'hui, il est possible d'apprendre à investir, et ça prend peut-être, allez, je dirais 1 heure, 2 heures par mois maximum pour gérer tes finances. Au grand maximum 2 heures par mois. Et donc, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, si tu n'as pas le temps de t'occuper, de choisir les entreprises, en tout cas de te former, tu vas acheter ce qu'on appelle un ETF. Je sais pas, t'as entendu parler de ETF? Ouais, mais je pourrais pas te dire ce que c'est, mais oui, j'ai déjà entendu parler de ça. En gros, tout à l'heure, je t'ai parlé de plusieurs entreprises. Là, au lieu d'acheter une entreprise là, une entreprise là, une entreprise là, parce que tu peux pas savoir vraiment si tu l'achètes au bon prix, si l'entreprise elle est viable, tu vas toutes les acheter. Tu vas par exemple acheter les 500 plus grandes valeurs américaines. C'est les 500 plus grandes valeurs américaines. Tout à l'heure, tu me parlais de ton entreprise. Là, c'est les 500 plus grosses entreprises qui vont dégager chaque année du résultat. Et si elles sont en perte, elles vont dégager de l'indice. C'est-à-dire qu'elles seront plus dans les 500 plus grandes. Alors, si elles font des pertes année après année, hein, en gros, si leur modèle économique ne tourne plus, elles vont disparaître. Elles vont être remplacées par une autre. Et donc, en achetant les 500 plus grandes valeurs américaines, tu vas tout simplement
investir dans toutes ces entreprises qui sont sans arrêt en recherche de développement et donc tu vas participer tout simplement à la croissance économique du pays et tu vas évidemment être récompensé pour ça parce que tu vas recevoir des intérêts là-dessus. Est-ce qu'on a envie de participer à la croissance économique de ce pays ? Tout est là, c'est la question ça aussi. Alors, après, tu peux en effet Ne dévions pas là-dessus. On peut cibler nos investissements, Bien mais tu as compris la logique. Ouais, Je parle de ce pays-là parce que les États-Unis est le pays qui, j'aime bien, mais c'est le pays qui, à l'inverse de nous, parce que tu connais aussi le mode entrepreneurial d'une manière générale en France, où on a des lacunes quand même, où on est très souvent montré du doigt, la réussite est souvent jalousée, un peu plus en tout cas qu'aux États-Unis. Et aux États-Unis, on laisse vraiment beaucoup plus les entrepreneurs se développer plus facilement, l'échec est moins regardé, et c'est pour ça que je donnais cet exemple-là. Non, mais c'est un bon exemple, et je pense que de manière générale, tu vois, là j'ai fait un post aujourd'hui d'ailleurs sur le rapport à l'argent, où je pense que les traumas sont dingues en fait. Enfin, moi je sais que j'avais énormément de mal avec l'argent. Enfin, je vais t'expliquer le lien que je vais faire avec ce truc d'avoir peur d'investir. Moi, mon rapport à l'argent, c'était l'argent c'est mal, l'argent on n'en parle pas, attention, ne gagne pas trop d'argent parce que c'est pas bien, puis t'as pas besoin de trop gagner trop, c'est mal, tu vois. J'avais totalement ces références-là, ce système de pensée vis-à-vis de l'argent, donc mauvais rapport à l'argent, pas sain, et du coup c'est difficile de gagner de l'argent quand t'as ce rapport-là. Donc déjà j'ai retravaillé tout mon rapport à l'argent, mais je pense que, je sais pas, t'as peut-être 70% de la société qui a un mauvais rapport à l'argent, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, le peu d'argent qu'on a, parce que c'est de plus en plus dur d'avoir de l'argent de côté, etc., que les gens galèrent réellement, ça c'est une vraie situation économique, et le peu d'argent qu'ils ont pas envie de jouer avec, tu vois. Mais parce qu'ils ont pas forcément les codes, et ils sont pas formés pour, et ils ont pas compris que ça pouvait leur rapporter plus que s'ils le laissaient à la banque. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Mais dans leur tête, c'est non, en fait, j'ai pas envie de jouer avec. Parce que moi, j'ai un pépin de main, j'ai besoin de ça. Et si, et si, et si. Et ils sont pleins de et si. T'as des gens qui arrivent même pas à partir en vacances. Tu vois ce que je veux dire ? Je comprends. Donc, je pense qu'il y a tout un... Moi, c'est un process d'abord éduquer sur le rapport à l'argent. Ouais. Et ensuite, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, le rapport à l'argent. Parce qu'en fait, on se rend pas compte du champ des possibles en gérant bien son argent. Je te prends un exemple. T'es maman ? Oui. Un petit garçon, quel âge il a ? Il a 5 ans et demi. T'as ouvert un compte pour lui ? Non. Mais moi, les banques... Pas de problème. Voilà. Beaucoup ouvrent des comptes pour leurs enfants. Mais ça, alors pareil, ça, je ne comprends pas. Crée d'abord ton argent, fais des choses, fais des projets, forme-toi, crée de l'argent. Et là, ton enfant n'a pas besoin de tout. Mais même à 18 ans, en fait, faut lui apprendre la vie, tu vois. Enfin, moi, je comprends pas se dire, je vais mettre 10 € par mois. Pourquoi ? Mais c'est super intéressant. Je comprends pas. Alors, moi, il y a plusieurs visions. C'est que j'ai un surplus d'épargne, je sais pas quoi en faire. Au final. Oui, parce que pourquoi je mets de l'argent ? Je sais pas quoi faire d'autre. Du coup, je prends cet argent-là, parce que j'ai un surplus d'épargne, et je le mets pour eux, pour qu'ils puissent avoir, par exemple, aux 18 ans de l'enfant, un capital, pour pouvoir se payer une école, pour pouvoir, etc. Parce que si tu arrives à mettre de l'argent de côté pour tes enfants, c'est que tu as forcément un surplus d'épargne. Mais dans tous les cas, je veux dire, l'argent que j'ai, il est pour ma famille, tu vois. Je sais pas comment expliquer, j'ai une vision. Je sais qu'il y a des gens qui vraiment se font des nœuds au cerveau, tu vois, s'ils n'ont pas un compte en banque au nom de leur enfant. Mais c'est pas grave, si l'argent il est sous ton nom. Le jour où il a 18 ans, bien sûr que le gamin... Toi, tu lui donneras et tu lui donneras ce qu'il faut, etc. C'est peut-être aussi une précaution de se dire, si je le fais maintenant, au moins, à 18 ans, j'aurais fait ce travail-là pour pouvoir obtenir ce capital pour lui, pour qu'il puisse... Parce qu'en fait, je connais même des cas, vu que je travaillais longtemps en banque, où, en gros, on mettait de l'argent aux enfants, et puis, dès qu'il y avait un coup dur, de toute façon, on l'enlevait, et au final... cet argent, il se passait rien, quoi. Mais oui. Mais là où je veux en venir, c'est que du coup, prends cet argent, et la plupart des personnes qui font ça, elles le font sur des livrets ou sur des placements finalement bancaires qui rapportent moins que l'inflation aujourd'hui. Donc l'inflation, c'est en gros la hausse généralisée des prix, c'est finalement la perte de ton pouvoir d'achat. Donc tu as 3% d'inflation et tu as 3% de taux de livret A, et des fois c'est en dessous. Donc du coup, en gros, ton argent, il ne travaille pas. Et donc, ces personnes-là, elles ne savent pas qu'il est possible, en tout cas, au lieu de le mettre basiquement sur un livret, tout simplement de se former, ou en tout cas d'apprendre, et c'est pas long, juste à trouver le bon placement pour un horizon de temps long, tu vois, pour que ton enfant, au lieu d'avoir, je sais pas, 20 000 € de côté pour sa majorité, il aurait peut-être 30 ou 35 ou 40 000 €, tu vois. Et c'est des gestes simples
que tu peux après transmettre. C'est-à-dire que si toi, tu apprends tout simplement juste à placer ton surplus d'épargne, je te donne un défi, je suis capable de te former je sais pas, en 2-3 jours. Juste t'expliquer comment il faut faire, et vraiment en 2-3 jours, tu sais tout ce qu'il faut faire, la base, si tu n'as pas envie de t'en occuper. Et évidemment, cette capacité, tu vas pouvoir la transmettre à tes enfants. Et derrière, on change l'avenir là. On change l'avenir parce que des petites décisions comme ça, sur 20 ans, 30 ans, c'est des sommes énormes, tu vois. Quand on sait qu'on a une retraite qui va baisser fortement, tu vois, c'est des grosses décisions. Aux États-Unis et dans beaucoup de pays d'ailleurs anglo-saxons, on l'enseigne à l'école, ça. Hein. Tu vois, il y a des modules à l'école où on te dit, voilà, comment faire un budget, comment placer son argent. On explique ça à l'école. Tu vois, et en France, Tellement bien. comme tu le dis, on n'en parle zéro pas. éducation financière. On n'en parle pas. Et je trouve que c'est une problématique. Donc on arrive à la fin de nos échanges. Je te propose un jeu qui va être super sympa. Je vais faire venir quelqu'un qui va nous poser des questions. Alors je te jure, je ne connais pas les questions qu'elle va nous poser. D'accord. Elle m'a juste dit, j'ai préparé un lot de questions. Je vais vous les poser tous les deux et on aura juste à y répondre. Voilà, donc Très bien. je vais l'appeler et puis elle va nous poser ses questions. Hop. Tout va bien? Ben oui. Todo Écoute, bien. Et Oui. toi, tout va bien? Et oui, j'enlève ça. Tu es prête? Vous, À surtout. nous, on est prêts. Est-ce que Ilan t'a annoncé le jeu qui allait être fait Oui. juste maintenant? Légèrement, près. mais tu peux le repréciser, n'hésite pas. Alors oui, donc, je me rapproche du micro. Le but du jeu, c'est que je vous donne des affirmations, ok, qui sont vraies ou fausses selon vous. Vous répondez vrai ou faux. Je laisserai Sandra répondre en premier si ça te va. Et après, vous pouvez parler de ça si le sujet s'y prête. Et sinon, on passe à la prochaine affirmation. Très bien. Vous êtes prêts? On est prêts. On a 8 affirmations. 8. Et la première est « Les femmes sont naturellement meilleures pour gérer le risque Vrai ou faux? C'est ça? ». Du tac au tac. Oh là là. Hésite, hein. Ah ouais. C'est pas facile comme Pardon, question. on ouais, a la fait exprès. question, elle est. Je sais pas. Ok, on peut dire vrai qu'elle et prenne faux. moindre. Allez, on peut accepter une troisième réponse. Ouais, Vrai, vrai et faux. faux. Ok. Vrai et faux. Pourquoi? Bah, parce que je pense que gérer, ça dépend ce que tu entends par gérer les risques, mais gérer le risque, est-ce que ça veut dire prendre le risque? Tu vois? Prendre des C'est risques. une bonne prendre le risque et après comment le gérer. Voilà. Ok. Peut-être reformule, fais 2 questions. C'est à Allez, moi, on va alors, du coup. reformuler. Tu vois, Bah les oui, femmes Clémence. sont très perfectionnistes aussi. Je vois. Je vois que ça se mouille Ok. pas sur cette question. Là, on parle pas de prendre le risque. On parle une fois que c'est fait. Qu'est-ce qui Alors, se je dirais passe oui, derrière? vrai. Ok. Je dirais vrai. Alors moi, je dirais vrai sans hésitation, vraiment. Mais pour connaître un petit peu sur mon métier, un métier de trader, les femmes sont très, très, très prudentes. Et c'est une vraie qualité. Ok. À l'inverse, l'homme, c'est un bourrin. Donc la En tout cas, dans le prudence est une trading, hein. bonne qualité dans la gestion du risque. Pour moi, oui. Clairement, dans mon métier en tout cas. C'est pour ça que je réponds rapidement. Gestion du risque, oui, gère mieux. Tu es d'accord avec ça? Mais je sais pas. Mais ça va jamais s'arrêter si on Ok. continue. Question suivante. Question suivante. Dans le trading comme dans l'entrepreneuriat, on ne réussit que si on est prêt à échouer plusieurs fois. Oui. Vrai. Pardon. Vrai. Ah vrai, clairement. Ok. Pas rien à rajouter. Bah, on en a déjà pas mal parlé. Si t'as pas compris que de toute façon, succès est égal, enfin, va avec échec, malheureusement, tu connaîtras pas de Ouais, succès. mais c'est un sujet qu'il faut, je pense, en tout cas, rabâcher parce que c'est important. Et dans le trading, c'est une réalité. En fait, dans le trading, tu vas prendre plusieurs positions. Il y a des positions qui seront gagnantes, des positions qui seront perdantes. Si tu ne sais pas perdre dans le trading, tu ne peux pas réussir. Tu vois, nous, ce qui est bien, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans le podcast, mais dans notre métier, en gros, en quoi ça consiste? Tu es livré à toi-même. Donc, tu as un ordinateur en face de toi, un écran, et tu dois prendre des décisions. Le marché, soit il monte, soit il descend. Tu vois, il n'y a que 2 choix, hein, c'est binaire. Bah, le marché, s'il monte et que tu as dit que ça allait monter, tu gagnes. Par contre, si tu avais dit que ça allait baisser et que ça monte, tu as perdu. En gros, très rapidement, tu vas savoir si tu as réussi ton trade ou pas. Et un trader, on va dire à succès, grosso modo, il gagne 60-70% du temps. Ça veut dire que 30 à 40% du temps, il perd. Donc c'est de l'échec.
Et ce que j'aime bien dire, c'est que le trading, c'est l'académie, l'école presque de la vie. Parce qu'en réalité, tu peux pas gagner tout le temps. Il y a des périodes où tu vas perdre tout le temps, des périodes où tu vas gagner tout le temps. Et donc, du coup, il va falloir composer avec ça. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de l'échec, la peur de l'échec. Que beaucoup de femmes ont peur aussi de se lancer parce qu'elles ont peur de l'échec. Alors que l'échec, il permet de réussir. Clairement, tu ne peux pas réussir sans échec. Chaque échec est une leçon. Mais c'est un peu l'histoire de la vie. Hein. Tu regardes quand t'es bébé. Le bébé, avant d'apprendre à marcher, tout le monde prend cette histoire-là, mais tu tombes mais des centaines de fois, en fait. Et au bout d'un moment, il va se lever et puis il va marcher. C'est l'histoire de la vie. C'est pas que le trading ou que l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est dans la vie, c'est tout le temps comme ça. L'échec n'est pas un échec si tu... Si tu le prends du bon côté. Ouais. Et tout. Tes premières relations de couple, quand t'es adolescent, c'est tout pourri parce que tu sais pas comment faire et que tu sais pas comment t'y prendre et que tu sais pas communiquer avec quelqu'un et voilà. Et après, tu apprends petit à petit et puis tu arrives à consolider quelque chose de plus périn. Yes. On est d'accord. Il est plus difficile pour une femme de se faire respecter dans un domaine compétitif. Pas évident, tes questions. Dans un domaine compétitif ou dans un domaine masculin? Dans un domaine compétitif. On fait pas la différence entre la femme et l'homme sur ce point-là. Faux. Ok. Tu veux expliquer pourquoi? On en débat après. Ah, les questions. Et oui, sinon c'est pas un jeu. Mais c'est vrai, elles sont intéressantes tes questions. La question manque de. Encore une fois, pour moi, c'est pas clair parce que qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, pourquoi la femme. En fait, oui, tu veux dire que dans un domaine compétitif, il y aura peut-être que les femmes arriveront moins à réussir? C'est à vous d'interpréter comme vous le souhaitez après la question, mais vraiment, moi j'aimerais vraiment insister sur le fait que domaine compétitif égale poste à responsabilité, sûrement quelque chose où derrière tu dois t'affirmer, prendre de la place. Ok, alors oui, vrai. Il y aura peut-être plus de difficultés à s'affirmer. Ok. Tu peux répéter la question du coup pour moi? Il est plus difficile pour une femme de se faire respecter dans un domaine compétitif. Moi, je dirais vrai. Je dirais vrai parce que je trouve que l'homme arrive plus facilement à se valoriser, c'est-à-dire en fait à montrer, alors finalement derrière le résultat est pas ouf. Ouais. Et à l'inverse, la femme, d'une manière générale, je veux pas faire de stéréotypes encore une fois, mais c'est ce que je ressens en tout cas de mon expérience. La femme va avoir du mal à se valoriser en fait. Est-ce que tu parles d'humilité? Ouais, clairement. T'en penses quoi? Non, c'est tellement... Mais non, mais c'est... Non, mais finalement, c'est ça. Oui, c'est vrai, les femmes ont... Oui. C'est un peu, je pense, c'est l'ego qui drive tout ça aussi. Et l'ego a du bon, du coup. Mais c'est bien que vous soyez d'accord, parce que... non, mais c'est vrai, c'est une réalité. Après, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure à Hélène, j'ai un côté très yang, donc je me sens pas forcément concernée parce que j'agis. Souvent, on me dit, mais toi, t'es un cum. Oui, j'agis comme un homme dans beaucoup de situations de ma vie. Donc non, j'ai jamais ressenti ce genre de choses parce que j'ai compris, si tu veux, et on me l'avait dit, Sandra, tu vois, si tu veux te démarquer, il faut quand même t'affirmer, montrer ce que tu vaux, etc. Même quand j'étais salariée. Donc j'ai toujours eu cette manière de faire de manière naturelle, mais je sais que les femmes n'ont pas forcément ce truc-là et que c'est pas reptilien. Mais que ça se développe, tu l'as pas acquis, c'est pas inné, quoi. Ou t'avais quand même des appétences au départ. Non, moi j'étais une introvertie petite, mais j'étais un colonel aussi, donc c'est bizarre. J'avais les deux. Peut-être que si tu sais ce que tu veux, c'est plus facile derrière. Oui, alors ça c'est sûr, mais c'est aussi, moi quand j'ai pris mon premier job en CDI, la personne qui était un peu ma mentor, elle m'a dit, en fait, Sandra, si tu ne montres pas tes résultats, donc combien de ventes tu fais ou j'en sais rien, quels sont les chiffres qui mesurent ta performance, personne ne le saura. Pourquoi? Parce que dans une boîte, on va pas regarder Sandra Verger. Tu vois, il y a je sais pas combien d'employés. Si tu veux qu'on te regarde et si tu veux qu'on voit le bon travail que tu fais, il faut informer les gens et leur montrer. Sinon, personne ne le saura jamais. Ok. Prochaine affirmation, avoir une bonne gestion des émotions est plus important que les compétences techniques. Pour faire quoi? Dans le milieu professionnel. Pour réussir, on peut... Oui, de toute façon, tu sais ce qu'on dit, pour parler du milieu entrepreneuriat, un bon entrepreneur, c'est 80% de mindset, donc il n'y a pas que la gestion des émotions, bien sûr, et 20% de stratégie. Donc pour moi, c'est vrai. Repose la question à chaque fois. Même pour la vidéo. Tu sais, oui. Avoir une bonne gestion des émotions est plus important que les compétences techniques. Alors, gestion d'émotions,
Faut que je réponde d'abord. Vrai ou faux? Elle Vrai est ou très faux? dure cette On question. peut dire vrai et faux. Elle est très dure cette question. J'ai envie d'affirmer. Je dirais faux quand même. C'est pas plus important. Parce que dans plein de sujets, il faut que tu maîtrises ton sujet. Si tu le maîtrises pas, moi je préfère quelqu'un, je sais pas, un salarié à moi qui maîtrise son sujet et qui arrive pas à gérer ses émotions, c'est-à-dire qui est un peu émotif, mais qui fasse le job finalement plutôt que l'inverse. Plutôt que finalement il gère très bien ses émotions, mais alors par contre Ouais. techniquement c'est Est-ce qu'on compliqué pourrait quoi. dire que l'un va avec l'autre? C'est-à-dire qu'une fois que tu maîtrises ton sujet, tu vas avoir une meilleure gestion de tes émotions parce que moins de stress, parce que confiance en soi, parce que Après, je pense que plutôt que gestion des émotions, j'aurais élargi vraiment au côté. Désolée, je refais la question. Du coup, on refait tes questions. Non, mais parce que gestion des émotions, enfin, c'est moi, très vague, hein, c'est fait Ouais, moi exprès. j'aurais plus pris, tu vois, développement personnel. Perso, moi je recrute que les gens selon leur personnalité et bien sûr leur investissement et la manière, leur capacité rapide d'apprentissage. Mais je m'en fous, je vais pas recruter quelqu'un. Après toi, c'est différent le trading et si t'as pas de compétences techniques, t'as Oui. t'as bien beau être sympa, ça va pas. Voilà. Mais pour moi, ça prime, ouais. Mais il y avait un sujet que j'ai envie d'évoquer là, qui me vient, la gestion d'émotions. Parce que c'est super important, ce que tu viens de dire, Clem. La différence de gestion émotionnelle entre l'homme et la femme. On l'a pas Ça abordé, dépend des hommes et des femmes. mais moi en tout cas de ce qu'on m'a appris en école de management, et on avait une petite session justement avec l'égalité homme-femme, justement pour essayer de monter les femmes au plus haut. C'est un groupe vraiment qui avait envie de faire monter les femmes au plus haut. C'est ton sponsor ou Tu vois, je les ai quittés depuis, mais Sans les j'ai trouvé ça nommer. super intéressant. Et ce qui ressortait, c'est que les femmes, quand elles sont en difficulté, elles pleurent. Alors que l'homme, il crie. En fait, souvent, quand la femme ne maîtrise pas son sujet, ses émotions, le résultat de ce qui se passe chimiquement, bah, c'est je pleure, ou en tout cas, je suis pas bien et je me renferme sur moi. L'homme, alors encore une fois, on fait pas de stéréotypes, hein, Oui. mais C'est vrai qu'on a fait très homme-femme dans ce. Ok, ouais, mais c'est. et l'homme, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il sent qu'il maîtrise plus son sujet, il Il va a besoin crier, d'extérioriser. tu vois, il va un petit peu. Et justement, moi, ce que j'avais appris dans ces groupes de travail, ce qu'on faisait faire, en fait, on faisait libérer les femmes en disant, mais pleurer, c'est rien, en fait, c'est pas grave. On souffle, on respire, et c'est juste finalement une manière d'évacuer une problématique quelconque. Mais il faut pas juger, en tout cas, un comportement par finalement ce qui se passe dans le corps d'une personne, quoi. C'est la même chose. L'homme, il crie, et on a l'impression que l'homme, du coup, il est plus fort, il crie va plus haut, Oui, alors que le pleur est souvent associé à de la faiblesse, peut-être encore dans la tête des gens, alors que ouais, je peux comprendre cette façon de voir les choses. C'est super ou pas trop? Je sais pas, mais encore une fois, parce que moi, mon chéri, il pleure plus que moi, il va être beaucoup plus. Enfin, il pleure plus. Genre, il a un problème, il pleure, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux dire. Mais tu vois, par exemple, il va être ému beaucoup plus que moi. Donc, encore une fois, je me sens pas toujours touchée. C'est des globalités, j'aime pas trop faire des globalités. Je comprends. Ouais, c'est la démonstration des émotions. Mais oui, je pense que de base, les hommes ont plus de mal peut-être à montrer leur aspect vulnérable, alors qu'en fait, il n'y a rien de plus sexy, désolé, qu'un homme qui montre sa vulnérabilité et ce côté... mais grave. Ouais. Parce qu'un homme... Enfin bon, bref, on va pas rentrer dedans. mais si ça peut rassurer les hommes, franchement... Soyez vulnérables, quoi. Oui, c'est vrai. Soyez humains, merde. Ouais. Même dans le milieu professionnel, finalement. Mais oui, mais tellement. Ouais. Ton homme, il pleure devant les films qui font pleurer? Ah mais oui, il pourrait, complètement, je pense. Ouais. Après, il faut vraiment que ça soit très très triste, tu vois. Genre, il va pas pleurer devant une comédie romantique Bien de sûr, Noël, tu vois ce que je veux dire? Nous, oui. Ouais. Nous, oui. Mais ouais, j'adore. Mais moi, je suis fan des gens qui pleurent facilement. Ouais. C'est mon rêve, pour tout te dire. D'accord. Non, c'est bien, c'est bien. Enfin, mon rêve. Oui, non. Oui, mais c'est vrai qu'il faut le démocratiser. Mais même, c'est un... Ouais, parce que moi, je pleure devant les films qui font pleurer. Alors, mais tu n'as pas honte de ça?
Bah si, je me cache un peu quand même. Ah, Ouais. Enfin, ouais. j'essaie qu'elle le voit pas, tu vois. Ah. Je Ah te ouais, jure. mais non. alors Ouais. que ça fait un moment que vous vous connaissez. Oui, bien sûr. Et elle, à chaque fois, en plus, elle le sait. Donc, tu vois, Ouais. elle me regarde et j'essaie de faire comme si. Ouais. C'est vrai, Pas du c'est tout, je pleure pas. Moi, c'est vrai. c'est comme ça, Ok. on contrôle pas. Hein. Ouais. Mais Prochaine affirmation. Les hommes prennent plus de risques financiers que les femmes. vrai, Ah, franchement vrai. vrai, sans hésiter. Ok. Mais c'est un problème, en fait. Bah si c'est le sujet du podcast, un petit peu C'est- que vous l'avez abordé tout à l'heure. En fait, on en a parlé, mais c'est vrai que l'homme, en tout cas, sur les marchés financiers, prend des risques démesurés. En fait, il se surestime Ah ouais. vraiment. Et il se dit, ça y est, j'ai vu 3 vidéos, je suis capable d'y arriver, et donc j'y vais, c'est parti, et je suis capable de mettre en danger une épargne, quoi. La femme, je pense, le fera moins. C'est Ouais. ma vision. Tu n'as rien à Si, non, ajouter mais je suis dessus. d'accord. Je pense que je suis d'accord. De mon côté, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est pas le même type de risque, mais du coup, passer de salarié à entrepreneuse, c'est aussi se dire, OK, je prends potentiellement un risque. Et c'est vrai qu'elles ont beaucoup plus de mal à faire ce gap, mais de moins en moins. Je trouve qu'elles évoluent et qu'elles ont de plus en plus envie d'être audacieuses. C'est ça, en fait. C'est transformer ses peurs en audace. Bien. Ok. Le but principal d'entreprendre, c'est de gagner de l'argent. Faux. Faux, clairement. Ok. Si t'es pas Clairement. passionné par ce que tu fais, pour moi, tu iras pas loin, ou tu vas nous faire un petit burn, ou tu vas te sentir désaligné à un moment donné. Et les gens le sentent. Bah, c'est naturel de parler de ce qui te fait vibrer, quoi. Ouais. En fait, c'est quand tu commences à te lever le matin en faisant un truc que tu kiffes, tu peux que le faire bien, quoi, Ouais. clairement. Et si tu le fais pour l'argent, ça va pas durer longtemps. Enfin, en tout cas, c'est ma vision. Ouais. Je pense qu'il y en a qui l'ont fait pour l'argent, tu vois, et qui ont réussi. Ouais, et qui arrête après, de toute façon. Ouais, peut-être. Ou alors ils deviennent Ouais. passionnés après parce qu'ils font. Ouais, moi c'est pareil. Enfin, je crois pas du tout à ça. Je pense qu'il faut d'abord trouver sa voie, et c'est ce qu'on prône de toute façon au quotidien. Parce qu'après tu te plantes, ou après tu as fait un burn-out en tant que salarié, bah tu vas nous refaire un burn-out en tant qu'entrepreneuse. Tu seras désaligné. Donc si t'es désaligné, t'es pas heureux, etc., etc. Il est plus difficile pour une femme d'obtenir une promotion. Là, on parle dans le milieu de l'emploi en général, CDI. Oui, ok. on n'est pas dans l'entrepreneuriat là. Bah, si on a qu'à regarder selon les chiffres, du coup, oui. Moi, je dirais vrai aussi, Voilà. clairement. Vrai. Ben, on revient sur le sujet habituel. Oui. L'homme arrive plus à se valoriser. La Oui. femme. Et du coup, oui, voilà, c'est ça. C'est aussi le fait de peut-être oser demander quelque Ouais. chose Mais oui. plus facilement. Ouais, et puis l'homme, s'il est proche du niveau requis pour obtenir le poste, il va postuler. La femme, si elle est, on va dire, pas au-dessus du niveau requis, c'est-à-dire si elle n'est pas vraiment au-dessus, elle ira pas. Parce qu'en fait, elle veut absolument maîtriser le job. Oui, puis il y a aussi ce truc où on a été pendant longtemps quand même dans un schéma où la femme se devait, tu vois, d'avoir plus de temps libre pour gérer les gosses, etc. Finalement, on se faisait croire que on était faite pour ça et qu'on n'avait pas forcément envie d'avoir plus de responsabilités, etc. Et je pense que du coup, ça a aussi induit ce chiffre-là. Aujourd'hui, c'est en train de changer, et c'est extraordinaire, quoi. Les femmes font tout maintenant. Oui. Et les hommes aussi. Pour Et le les coup, hommes les aussi. hommes aussi, quoi. Ouais. Dernière affirmation. Il faut commencer à investir dès le plus jeune âge. Je Vrai. pense que c'est vrai. Vrai également. Ok. Ouais. On peut en dire plus dessus ou pas besoin. Investir sur soi d'abord, Ouais. je dirais. Investir dans tous C'est les vrai. sens du terme, c'est vrai. Hein. Ouais. L'investissement sur soi-même, c'est pour moi la base. La base de la base. Il y a tellement de choses à apprendre. Et c'est d'ailleurs en apprenant qu'on peut potentiellement même trouver sa voie. Parce que finalement, quand on s'intéresse à des choses, on trouve certaines compétences qu'on ne soupçonnait pas. Et c'est en étant curieux, je pense, qu'on arrive à finalement faire les choses qu'on aime. Ouais. Je pense que nous, en tant que parents, on a un rôle hyper important, puisque, désolé, mais l'éducation, pour moi, fait pas le taf, tu vois. C'est donne les mêmes exercices à tous les enfants. Et si cet enfant a pas des bonnes notes, t'es naze et tu vas rater ta vie. Ça, c'est l'opposé d'aider les personnes à investir sur eux-mêmes et à croire en eux-mêmes. Et ça, moi, je supporte pas. Mais bon, c'est un autre sujet. Merci beaucoup. Merci à toi. On a terminé avec toutes les affirmations. Et il nous je reste vous plus qu'à laisse conclure. terminer ce podcast. Merci. Merci à toi pour ton intervention. Oui. Hop. À toutes. On arrive à la fin, Sandra.
J'ai vraiment passé un bon moment en ta compagnie. Eh bien, de même, je te remercie. Je trouve qu'on a bien, en tout cas bien échangé sur ces sujets d'actualité. Alors si on se fait un petit rappel, on a posé le sujet de l'entrepreneuriat et la femme, la place de la femme dans l'entrepreneuriat. On a essayé de donner des pistes pour commencer à entreprendre quand on est une femme en 2025 et commencer à investir quand on est une femme en 2025. Qu'est-ce qui reste à faire? Je crois que maintenant, il faut passer à l'action, en tout cas pour beaucoup de personnes qui nous écoutent. Toi, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Là, on est en début d'année 2025. Si tu peux déjà les orienter, les aider à peut-être franchir le cap, si tu as des messages peut-être pour conclure assez forts à communiquer, Sandra. Je pense qu'il y a une phrase qui est hyper importante et qui m'a permis de prendre conscience d'un truc qui est clé. Si tu veux évoluer, atteindre des objectifs, concrétiser des projets, etc., si tu continues dans ton quotidien à agir exactement de la même manière, à faire exactement les mêmes choses, il ne se passera jamais rien. Et ça, c'est un truc dont il faut prendre conscience. Si tu veux que les choses changent, si tu veux atteindre des objectifs, etc., il faut que tu commences dès maintenant à mettre des actions en place que tu n'as jamais mises en place. Et ça, c'est hyper important. C'est bateau. Mais ça, franchement, ça peut transformer une vie. Moi, personnellement, ça a transformé ma vie. Et lisez des bouquins. Enfin, ça aussi, hyper important. Tu veux changer ta vie, tu veux investir ton argent, tu veux passer entrepreneuse alors que tu es salarié. Achète des bouquins, commence à travailler sur toi, commence à élargir un petit peu ton état d'esprit. Et ça aussi, ça peut changer les choses. Et sinon, évidemment, moi, je vous invite à écouter le podcast des Locomotives, qui est mon podcast et qui vous donnera l'élan dont vous avez besoin pour justement entrevoir des parcours successful de femmes absolument extraordinaires qui sont passées de salariées à entrepreneuses ou qui ont juste lancé des projets de dingue. Et si vous souhaitez aller plus loin, si vous avez des questions sur la Locomotive Academy, n'hésitez pas non plus à nous solliciter. On sera très heureuse de vous répondre. Yes, en tout cas, tu vas avoir une nouvelle membre qui s'appelle Ludivine, ma femme. Elle va te rejoindre parce que j'ai vraiment envie qu'elle élargisse son esprit. Et tu vois, je discutais avec elle justement sur l'entrepreneuriat. Et je lui dis, toi, ça te tente? Et puis elle m'a dit, ouais. Mais en fait, elle est tout simplement, elle sait pas, tu vois. Et elle a besoin aussi de connaître des choses. Et donc, tu vas l'accueillir très prochainement. Mais avec Vraiment. le plus grand des plaisirs. Moi, je vais conclure en vous laissant, puisqu'on a un petit peu parlé finances quand même, une vidéo. Je vous la mettrai en description quelque part autour de la vidéo, qui vous permet de commencer à investir, apprendre à investir. C'est 40 minutes, je crois. Ça vous permet un petit peu de comprendre les enjeux. Ça vous permet également déjà de passer à l'action. Dans cette vidéo, vous avez une explication très simple pour pouvoir démarrer l'investissement en bourse d'une manière assez simple et sécuritaire. Voilà, vous avez juste à la regarder, vous verrez, c'est totalement gratuit, elle est disponible en description et quelque part ici. Et également, n'hésitez pas à réagir en zone commentaire. Sandra et moi-même, on va répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez pas vraiment, on est là pour ça. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait, et puis on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. À bientôt.